Bonjour tout le monde. Donc, je suis Nicolas Rabuel, directeur général de la société coopérative d'intérêt collectif Yellow. Je vais vous partager mon écran et je vais vous présenter donc ce que l'on propose chez Yellow. Voilà. Alors, super. Donc, merci pour les petits pouces. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous bien? Ok, donc le son c'est bon, j'ai compris que le partage d'écran c'était bon aussi, on est parti. Donc je vais vous parler à peu près pendant 25-30 minutes de ce que l'on fait, et puis nous aurons un bon 10-15 minutes de temps d'échange à la fin où vous pourrez activer vos micros et poser des questions. Alors, ce que propose Yellow, c'est de l'isolation en paille hachée. Donc, la paille, c'est quoi? On va commencer par la base. Donc, on sème, les agriculteurs en France sèment un grain de blé pour en récupérer plusieurs dans un épi. Ce blé qui est utilisé pour les pâtes, le pain, etc. Et donc, pendant sa croissance, il va pousser au bout d'une tige. Cette tige, c'est ce qu'on appelle la paille, à ne pas confondre avec de l'herbe ou du foin qui est de l'herbe. Et donc, en France, la moitié des hectares cultivés sont du blé et on a de la paille en abondance. En abondance, donc à peu près 25-28 millions de tonnes de paille annuelles. La moitié est utilisée pour l'élevage et il faudrait à peine quelques tonnes, quelques millions de tonnes. Alors 2 millions de tonnes, on estime 2 à 2,5 millions de tonnes pour faire tous les besoins du bâtiment, mais c'est pas le but. Donc vous comprenez que la ressource est disponible et abondante. Les enjeux, c'est la structuration et je vous en parlerai un peu après. Cette paille de blé, donc, elle est hachée pour être mise en œuvre par insufflation, donc avec des machines d'insufflation, par déversement, donc quand on ouvre les sacs, ou par soufflage. Ces procédés permettent d'isoler des bâtiments aussi bien en neuf qu'en rénovation. Cette paille, donc, elle n'a que de la paille de blé, il y a 0 additif, donc ça en fait un matériau puits de carbone. Le fait qu'elle ait stocké du carbone pendant sa croissance et que les procédés de transformation que vous verrez tout à l'heure sont plutôt modérés, donc il y a peu de consommation d'énergie et peu d'émissions de CO2, donc on reste sur un matériau puits de carbone. C'est un biosourcé qui est poreux, donc c'est un isolant, elle est isolante, donc on est aujourd'hui encore actuellement sur des valeurs forfaitaires de l'annexe 12 des règles de la réglementation thermique actuelle, et bientôt cette valeur officielle via un ACERMI qui devrait sortir sous peu, avec une valeur certifiée de 0,049 watts par mètre Kelvin pour le lambda. Cette paille, donc, elle est mise en œuvre à une masse volumique, donc par insufflation, comprise entre 105 et 115, voire 120 km3 pour le hors-site, pour se prémunir des risques de tassement pendant le transport. Cette masse volumique lui donne naturellement une résistance au feu, hein, voilà, là où d'autres isolants ont besoin d'avoir recours à des additifs pour ignifuger. Ici, c'est la masse volumique, comme pour la botte de paille, qui lui apporte sa résistance au feu. Le prix, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, donc on le met sur notre support. Je rappelle qu'un prix n'a de valeur qu'avec une conception donnée, un chantier, une situation, un niveau d'expertise de l'entreprise, d'équipement, etc., etc. Donc c'est une fourchette large, vous l'aurez compris. Ce qui va influencer, c'est les niveaux de compétences à la fois de la conception et de la mise en œuvre. Les spécificités du projet, c'est forcément pas la même chose si on peut garer des camions partout autour ou si on est en plein centre parisien. Les hauteurs de bâtiments, la complexité. Voilà, on pourra revenir sur ces détails tout à l'heure. Yellow, donc l'objectif de Yellow, c'est de relocaliser l'économie sur les territoires ruraux, rapporter des revenus complémentaires aux agriculteurs, et ce, en proposant une isolation réellement écologique, donc ça veut dire chez nous 100% compostable, naturel, vraiment qui rentre dans les flux écologiques du sens premier de la définition, et généralisable, on entend par là massifiable, donc qui est pensé pour ne pas rester une niche, qui est pensé pour s'adapter au plus grand monde, au plus grand nombre d'acteurs, hein, donc la compétitivité, l'assurabilité et la simplicité de mise en œuvre.
Ça fait partie de l'objet social de la structure. Cette structure, c'est pas n'importe quoi comme format, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que c'est une coopérative qui fédère des acteurs, mais pas des acteurs du même milieu, c'est tous les acteurs de la chaîne de valeur. Ça veut dire donc que nous avons les agriculteurs qui sont associés, des architectes, des entreprises, des bureaux d'études, des promoteurs, des bailleurs, des centres de formation, des assurances, des banques, et puis d'autres fabricants, bien sûr, des centres de recherche, des institutionnels, etc. Aujourd'hui, c'est près de 170 associés depuis 2021. On est à capital variable, donc nous avons de nouveaux associés qui rentrent régulièrement au cycle de chaque conseil d'administration. Et donc, le but, c'est de fédérer tous ces acteurs qui croient, qui ont envie d'aller dans le même sens que nous, qui partagent notre but commun, qui est notre objet social et nos valeurs, et donc ensemble de pouvoir développer cette isolation paille hachée. Donc, ce que je précise, c'est que Yellow est une structure à but non lucratif, c'est un outil commun au service de ces acteurs, et donc les associés clients bénéficient du produit au tarif sans marge, juste avec les coûts induits par les développements que je vous présente et que je vais continuer à vous présenter. Notez bien les questions, pour la fin, on aura le temps. Donc, cette paille, d'où elle vient, comment elle est faite? Donc, dans notre modèle, ce sont, comme on le présentait, comme je vous le présentais dans la raison d'être, relocaliser l'économie sur les territoires ruraux. Donc, pour cela, l'essentiel de la valeur ajoutée est entre les mains des agriculteurs, et ça se matérialise par le fait que ce sont eux qui portent l'outil de transformation. Quand un charpentier achète 500 € la tonne hors transport, la paille hachée, il faut savoir que 450 € revient aux agriculteurs, enfin à la coopérative agricole qui fédère les 250 agriculteurs producteurs. Alors, on a une capacité de collecte d'environ 30 000 tonnes sur ce seul site-là, une capacité de transformation supérieure à 10 000 tonnes en flux classique, sans passer en 2 ou 3/8. Et donc, comment ça fonctionne? Ces agriculteurs récoltent la paille dans un rayon d'environ 20 km aujourd'hui autour du site de production. Au moment de la moisson, stockent les bottes de paille et tout au long de l'année vont les transformer dans ce processus qui commence par le retrait des ficelles par un robot. On décompacte la botte, ensuite elle est nettoyée, donc ça passe dans un dispositif qui va séparer les corps étrangers, les cailloux, le grain. On va retirer jusqu'à 15 à 20 kg de grain par tonne de paille. Retirer ce grain est important, c'est ce qui évite d'attirer des rongeurs ou d'autres nuisibles. Ensuite, cette paille passe dans un broyeur à marteau, donc c'est le dispositif que vous voyez ici, qui va hacher la paille, qui va lui donner sa longueur, sa largeur, qui va la défibrer. Ensuite, c'est conduit de façon pneumatique, ça va passer dans un cyclone et dans un tamis, de façon à séparer les poussières et les fines. Ensuite, ça passe dans des gros silos tampons qui vont homogénéiser le produit. Et ensuite, ça passe dans une chaîne d'ensachage classique, comme on trouve dans beaucoup d'industries, qui va venir compacter la paille. Ça va faire des petits ballots, ça va souder le sac autour. Et il y a un robot qui va ranger tout ça sur palette. Et ensuite, c'est filmé et ça peut partir pour le transport. Les seuls coproduits de cette transformation, donc là vous voyez il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de séchage, donc il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de consommation d'eau non plus. Les seuls coproduits, ça va être les cailloux qui sont retirés des bottes, on peut retirer des gros cailloux, des bouts de bois, le grain également qui repart en filière haut de gamme pour l'alimentation, et puis les fines et poussières qui sont mises en granulés pour l'élevage, en litière, en absorbant industriel. C'est également intéressant dans les enduits, ça fait de la fine et ça permet de remplacer le sable. Et voilà, il y a plein de débouchés, les méthaniseurs, la biomasse énergie pour les collectivités. Donc ça, c'est pour le process de transformation. Le transport, donc cette paille, aujourd'hui, elle est majoritairement livrée sous forme de palettes, donc des palettes de 40 sacs de 13 kg, 26 palettes par semi-complète. Et le site de production est aussi conçu pour pouvoir remplir des systèmes de transport en vrac, camions souffleurs, camions fond mouvant, pour approvisionner les industriels de la construction bois, notamment dans des silos boisseaux ou d'autres formes de silos, de façon à s'affranchir des emballages et des palettes. Voilà, ça simplifie la logistique. La paille hachée Yellow est en technique courante, donc assurable pour tout ce qui est des domaines d'emploi des murs et façades ossature bois, donc couverts par les DTU 31.2 et 31.4, dans le périmètre de ces DTU, c'est-à-dire c'est l'isolant
dans des parois qui respectent ces DTU, donc jusqu'à 28 mètres, etc. L'épaisseur de 9 à 33 cm actuellement dans le cadre de notre ATEX. On est en train d'étendre à 40 cm. Donc ça, c'est la technique courante, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas dans les autres configurations qui ne sont pas encore en technique courante, mais sur lesquelles on travaille, à savoir le soufflage en comble, l'isolation par insufflation dans les rampants, les toitures terrasses ventilées, les planchers bas ventilés dessous, les planchers phoniques ou intermédiaires, les cloisons de séparation, acoustiques ou autres, et également la paille hachée est très intéressante pour nos amis les maçons, les constructeurs terre, etc., pour mélanger dans des liants naturels de la terre, de la chaux, du plâtre par exemple, pour faire des bétons végétaux. Par insufflation, la paille hachée fonctionne bien derrière les panneaux suivants, donc de l'OSB, des panneaux fibres de bois rigides, de la plaque de plâtre, en faisant attention de ne pas déformer trop la plaque pour ne pas la faire éclater. Donc là, c'est vraiment en ça que la formation et le savoir-faire est important. Derrière des membranes, donc conçues pour l'insufflation, des membranes tramées, ou des panneaux isolants rigides, voilà, comme les fibres de bois rainuré languette. On précise que notre ATEX exclut la mise en œuvre d'enduits directement sur des supports isolants et donc les mises en œuvre de type ETIX. On peut faire des façades enduites, mais sous réserve que le panneau support d'enduit soit devant une lame d'air ventilée. Deux mises en œuvre sont possibles avec cette paille hachée, comme pas mal d'autres isolants en vrac. Donc la mise en œuvre avec des machines, des buses, des aiguilles, des cannes d'insufflation plutôt manuelles, sur site ou en atelier. Ou bien même notre ATEX était l'un des premiers à décrire la mise en œuvre par procédé industriel d'insufflation automatique. Donc nous avons travaillé avec les fabricants de ces équipements pour valider le bon fonctionnement de notre paille hachée dans leurs équipements. Pas besoin d'avoir de matériel spécifique dès lors que l'on a des machines suffisamment puissantes. Ce sont les équipements et machines du marché. On en a essayé toute une panoplie avec les fabricants et donc on a validé le bon fonctionnement de ce matériel. La particularité, c'est que ce sont des machines puissantes. C'est pas les petites machines que certains ont pour faire du soufflage. Là, pour de l'insufflation, il faut quand même des machines relativement puissantes. La paille hachée va aussi bien pour le neuf et la rénovation. Voici quelques exemples avec une surélévation et rénovation à Bordeaux, donc d'un bureau d'études, d'atelier de bureau d'études. Donc on voit de la mise en œuvre sur chantier, y compris dans des zones difficilement accessibles. C'est l'intérêt de la mise en œuvre par insufflation. On fait un trou de 10,6 cm, 106,5 exactement millimètres, et on vient remplir les cavités. Donc c'est comme du banchage, mais du coup c'est la machine pneumatique qui achemine la matière et qui vient comprimer la matière dans la cavité. Ici, on a un autre exemple, c'est le siège de la CAPEB, le syndicat des artisans de la Haute-Vienne, donc où l'entreprise a préfabriqué l'ossature avec un fond en géotextile pour pouvoir se déformer au gré de la façade arrière qui était pas totalement plane, et du coup le remplissage permet d'absorber toutes les irrégularités de la paroi et d'éviter la présence de lames d'air entre le mur existant et l'ITE. Et donc après, c'est fermé avec un bardage. Je répondrai, je vois qu'il y a une question dans le chat, j'y répondrai juste après. Une autre opération de réhabilitation, donc c'est les ateliers de la Comédie Française en région parisienne. Donc les murs sont en bottes de paille et là c'est une technique non courante, hors technique courante, c'est l'isolation par soufflage des combles. Donc où l'entreprise a soufflé la paille pour isoler les combles. Donc je précise que on accompagne, on a tout un kit feuille de route et petit guide à destination, notamment des maîtrises d'œuvre, pour mener des opérations en technique non courante et suivre les bonnes étapes pour que ça se passe bien. C'est pas parce que c'est hors technique courante que ce n'est pas possible, mais il y a des bonnes étapes à respecter pour que tout se passe bien si bien entendu les équipes de maîtrise d'ouvrage sont d'accord. Une opération en neuf, donc des bureaux, une maison de l'habitat à Périgueux, donc une grosse opération où les façades ont été préfabriquées en atelier, amenées et grutées, fixées vides sur les dalles en béton.
Et l'entreprise d'insufflation, du coup, pouvait garer son camion et charger la machine en bas et acheminer la matière donc par les étages, hein, comme on le voit ici, à l'extérieur. Donc la machine était assez puissante pour monter la paille jusqu'au dernier étage. Et donc l'entreprise a pu travailler par tout temps, aussi bien par beau temps que par temps pluvieux, à l'intérieur, tranquillement, une fois le bâtiment hors d'eau. Donc on voit ici, il y a un petit peu d'eau. Alors on sait tous que de l'eau arrive toujours à s'infiltrer dans les bâtiments en phase chantier. Ce qu'il faut faire attention, c'est que surtout l'eau n'arrive pas dans les caissons de murs ossature bois et n'arrive pas dans l'isolant. Donc ça, c'est vraiment les précautions à prendre. Un autre exemple de chantier, donc là c'est un bâtiment professionnel, un chai viticole, où là c'est une construction neuve également, c'est du mur ossature bois, où l'entreprise a isolé côté extérieur, côté isolant, et on voit, il referme les trous d'insufflation avec une pastille pour assurer l'étanchéité à l'eau. Quand c'est par l'intérieur, ça fait l'étanchéité à l'air. Ici, un exemple de rénovation par l'extérieur et d'isolation par l'extérieur. Donc, c'est un restaurant universitaire où ils ont fabriqué l'ITE, donc mur ossature bois en bas et isolé sur chantier. Et à l'étage, c'était des façades aluminium avec leur dose de moisissure qui ont été retirées et remplacées par des façades bois préfabriquées, insufflées également sur chantier en paille hachée. Ici, on est hors technique courante. C'est un plancher haut d'un bâtiment public, le syndicat des énergies de la Haute-Vienne. Donc là, on est sur un solivage bois avec un plancher, un plafond rigide et puis un OSB sur le dessus. Et l'entreprise a confortablement rempli d'isolant entre solives. Voilà, depuis le bas, avec un compagnon qui chargeait la machine en bas et puis l'artisan qui remplissait les cavités. Bon, je suis allé assez vite sur les possibilités, elles sont nombreuses. Donc on peut isoler voilà, pas mal de choses avec la paille hachée, dès lors qu'il y a un petit peu de compétences dans l'entreprise et que la conception est adaptée pour. Hein, donc on voit ici du rampant. Ici, c'est pour préciser que la paille hachée n'a pas besoin d'être cardée, n'a pas besoin d'être défibrée dans la machine. On peut très bien ouvrir les sacs et les déverser et bénéficier des qualités isolantes de la paille hachée. Elle va se décomprimer toute seule. Et parce que dans les sacs, elle est à 200 km3, donc ce qui est intéressant pour le transport, mais du coup, elle reprend du volume quand on ouvre les sacs. Et donc là, ça a été une isolation de plancher de bâti ancien où tout simplement, il n'y a pas eu besoin de machine, ça a été déversé. Bon, là, je précise, on est hors technique courante, bien sûr. Et puis ici, on voit un artisan qui est en train d'aspirer la paille. C'est aussi une faculté intéressante, c'est-à-dire que vous avez votre machine à insufflation, moyennant quelques centaines d'euros, vous achetez le fût et les sacs qui vont avec, vous inversez 2 tuyaux et vous vous retrouvez avec un aspirateur. Et vous pouvez, notamment en cas de sinistre, de désordre, d'accident, vous pouvez faire un trou pour passer le tuyau dans le caisson problématique et aspirer la paille. Et bien entendu, étant donné que cette paille est sans additif, vous pouvez la revendre aux espaces verts de la ville, la revendre aux paysagistes du coin, à votre voisin, ou l'utiliser tout simplement pour protéger vos tomates de la canicule ou pour faire du compost dans votre jardin, vos toilettes sèches, la litière de votre chien, peu importe. C'est bon pour tout ça. Nous sommes donc dans une démarche coopérative exigeante. C'est un nouveau produit qui doit faire ses preuves, qui doit construire et gagner la confiance des acteurs. Et donc, nous sommes très exigeants sur la démarche qualité. Nous ne commercialisons l'isolation par le biais de nos distributeurs négoces ou en direct, uniquement aux entreprises qui ont un compagnon qui a suivi et réussi l'examen à l'issue des 2 jours de formation à la mise en œuvre. Donc, nous proposons cette formation mise en œuvre qui est proposée par nos partenaires centres de formation au travers de toute la France. Vous trouverez les dates et les lieux sur notre site internet. Et pour les sociétaires clients, c'est Yellow qui paye les 1 000 € au centre de formation. Ça fait partie des avantages pour les sociétaires. Nous avons également la formation à destination des prescripteurs, architectes, bureaux d'études. Donc celle-ci, elle est optionnelle. Mais comme je disais tout à l'heure, la qualité de conception peut jouer à plus de la moitié du coût de revient et des difficultés, des risques de désordre sur l'opération. Donc c'est fortement conseillé de la suivre. Et celle-ci, donc, elle est proposée également par les centres de formation en France partenaires. Et lorsque ce sont des sociétaires prescripteurs de Yellow, c'est Yellow qui paye le coût de la formation auprès du centre de formation. Donc,
Comme je vous le disais, nous ne sommes pas un simple fabricant, nous avons une vision, nous avons des valeurs, un projet pour la société, pour le monde du bâtiment et de l'agriculture. L'objectif est construit lorsque nous avons fondé Yellow en 2021, à l'époque où les ministres du logement et de l'environnement annonçaient que tout le bâtiment sera biosourcé en 2030. C'était un bon souvenir, il est déjà loin. Nous nous sommes fixés comme cap, aux côtés des autres filières des matériaux biosourcés, de pouvoir contribuer à hauteur de 10% de besoins du marché en biosourcé. Et donc notre organisation, si le marché répond présent, nous permettrait à cette échelle-là de temps de fournir cette quantité. Il y a la ressource et nous avons la capacité de nous organiser pour, avec toutes les valeurs et les avantages qui vont avec. Bien entendu, si le projet coopératif et les avantages à en faire partie que cela représente vous intéressent, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Et maintenant, je vous propose qu'on prenne le temps restant pour répondre aux questions. Nous avons encore, donc ça va, j'ai pas été trop bavard pour une fois, jusqu'à 12h15, donc nous avons 20 bonnes minutes pour échanger. Et je vois qu'il y avait déjà une première question dans le chat. Alors, vous pouvez prendre le micro et poser vos questions à l'oral. Je vais départager mon écran. Hop, comme ça, je peux vous avoir en face. Hop là. Donc, il y avait une première question qui était: comment arrivez-vous à contrôler le bon remplissage des parois quand on est en insufflation? C'est une bonne question. En fait, quand on remplit par insufflation, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, pour contrôler cela quand c'est sur chantier, parce que c'est là que c'est le plus dur, dans la formation, on voit comment compter les sacs. C'est ce qui va nous permettre de savoir si on a mis la bonne quantité. Il y a toute une logique où d'abord on prépare son chantier, on estime, on calcule le poids à mettre pour être dans la plage de masse volumique visée. Et après, c'est simple, on le voit, les sacs font 13 kg et donc il y a une habitude qui se prend et on arrive à savoir si on a la bonne masse volumique. Et puis, très rapidement, la pratique, le savoir-faire fait qu'on va aussi s'en rendre compte parce qu'il y a des signaux visibles de résistance de la machine, de densité du caisson, enfin bref, tout ça, ça se voit dans la formation, il y a un savoir-faire. C'est très simple en apparence, c'est comme tout, c'est un métier. Si c'est trop simple, c'est pas sérieux. Ça n'existe pas les solutions magiques. Donc voilà, tout ça s'apprend et donc on trouve des solutions pour avoir des remplissages qualitatifs. Ensuite, voilà, n'hésitez pas à compléter la question si j'y réponds pas bien. Voilà, donc ensuite, il y avait une autre question. Avons-nous testé les performances acoustiques de complexes de séparatifs à ossature bois, de plancher de cloison? Alors, on a fait des tests empiriques, c'est-à-dire on a testé, parce que, juste je précise, c'est compliqué de faire des mesures et comparaisons acoustiques, il faut le faire dans des complexes donnés. Donc les bureaux d'études aujourd'hui prennent les valeurs qu'on leur fournisse de masse volumique, de conductivité thermique, de porosité, tout un tas de choses. Et eux ont des logiciels qui leur permettent d'estimer les performances techniques, acoustiques de l'isolant. Mais nous n'avons pas encore procédé à des mesures labo, parce qu'il faut qu'on ait un petit peu de recul pour savoir les parois les plus attendues, parce que ça change en fait entre chaque composition de parois. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que la masse volumique du matériau et ses caractéristiques en font un bon isolant phonique et ça affaiblit bien le son. Voilà. Donc après, je vous propose de vous rapprocher de vos bureaux d'études acoustiques. On en a quelques-uns voilà, qui calculent ce genre de choses et qui sont beaucoup plus compétents que nous sur cette question-là. On leur fournit les éléments et après, ils vous répondent. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On peut aussi faire un tour pour présenter les profils que vous êtes autour de la table. N'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que ça vous a convaincu? Est-ce qu'il reste des inquiétudes, des zones d'ombre? C'est intéressant pour nous aussi. Voilà, on est là pour, vous l'avez compris, généraliser l'utilisation de la paille et du biosourcé au sens large. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Qu'est-ce qui demain ferait que vous accepteriez de tenter l'aventure ou pas avec une solution comme celle-ci? C'est intéressant pour tout le monde, je pense. Soyez pas timide.
On est en petit comité. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on tente un tour de table? Alors, je vois effectivement que certains ont des micros. Alors, le risque rongeur existe-t-il? Alors, il existe dans la mesure où on ne les empoisonne pas. Le rongeur, je rappelle que si on parle, que ce soit les rats ou les souris ou d'autres, ils vont d'abord là où il y a de la nourriture. Vous l'avez compris, il n'y a rien à manger dans la paille hachée. Mais les zones où habitent les humains sont bien souvent des zones où ils trouvent facilement à manger, parce que l'humain n'est pas toujours une espèce qui range très bien sa nourriture. Les placards sont plein de bonnes choses pour eux. Et en tout cas, notre paille ne les empoisonne pas et ne les brûle pas. Il n'y a pas d'additif dedans pour cela. Par contre, elle est mise en œuvre à forte masse volumique et donc ils ne peuvent pas se faufiler dedans, comme c'est le cas d'autres isolants laineux, par exemple, où ils n'ont pas d'effort à faire pour se faufiler et nicher dedans. Là, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils creusent et qu'ils sortent la matière. Donc vous allez vous en rendre compte si vous avez un problème de nuisibles qui s'invitent. Et de toute façon, s'ils viennent creuser dans la paille, c'est qu'ils ont déjà profité de tout ce qu'il y avait autour comme isolant plus simple. Donc le risque, il existe comme partout, mais il est faible. Pas de souci, monsieur Bassard pourrait continuer à échanger. Alors, monsieur Feuillant, donc pas sûr d'avoir bien compris à quel point le matériel d'insufflation de la cellulose est directement utilisable pour FI. Alors, en fait, c'est les mêmes machines que la ouate de cellulose, hein, c'est les mêmes marques, les mêmes modèles, seulement c'est les modèles qui sont plutôt destinés à l'insufflation et pour les grosses capacités. Hein, les modèles classiques où on fait généralement du soufflage avec, éventuellement un peu d'insufflation de temps en temps, sont pas assez puissants. Il faut voir, la paille, elle est lourde déjà de base. C'est comme entre le petit et le gros bateau dans un canal. La paille, c'est quand même le gros bateau. Il faut plus de courant, plus de débit pour l'acheminer et pouvoir la pousser dans les caissons. Donc, on va être plutôt sur des modèles qui sont polyvalents, fibres de bois, ouate de cellulose, et qui aujourd'hui, d'ailleurs, les fabricants commencent à communiquer aussi sur leur capacité à faire fibres de bois, ouate de cellulose et paille hachée. Alors, nous, le vrac ne permet pas d'être support d'enduit. La paille notre paille hachée est de plus en plus utilisée par une variété de professionnels qui font des enduits pour la fibrer ou faire des torchis. Par contre, il faudra un panneau support d'enduit. Si c'est de l'enduit mince, ça peut être des plaques de plâtre quelconques, Fermacell, Placo, etc. Ça peut être du panneau style Fibratec, Copano, etc. Ça peut être du panneau de terre. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais il faudra un panneau support d'enduit. De la fibre de bois, bien sûr, hein, rainuré languette, style parapluie support d'enduit. Voilà, ça va être ce genre de produit que l'on incite à explorer pour faire de l'enduit sur une isolation insufflée telle que la nôtre. Ensuite, il y avait une question pour le feu. Donc, comme je disais en intro, c'est classé E. Donc, le E, ça brûle, hein, comme tous les biosourcés. Mais ça brûle très mal du fait de sa masse volumique et ça protège aussi très bien la migration du flux de chaleur. Je ne suis pas assez expert pour vous détailler comment fonctionne le feu et les avantages. En tout cas, le gros inconvénient, c'est que ça peut faire du feu couvant. Si vraiment ça monte en température, elle va se consumer tout doucement. Et donc ça implique une vigilance particulière. Par contre, elle va très bien protéger les ossatures, elle va protéger les espaces voisins, etc. Parce que là où un isolant classique léger, laineux, sans citer personne, les 800 degrés que peuvent atteindre le foyer, eh bien, vont très vite se propager dans la paroi et atteindre les autres espaces. La paille hachée, comme la botte de paille, va freiner très activement cette onde de chaleur et éviter que les autres matériaux s'enflamment automatiquement par l'élévation de température, la pyrolyse, et donc ça va laisser le temps, ça va protéger les ossatures, ça va protéger les structures, et ça va laisser le temps de mettre les personnes en sécurité. Et selon quelques rares expériences que nous avons vues plutôt pour la botte de paille, par chance, je touche du bois, aucun bâtiment paille hachée n'a brûlé à date,
de mettre également les biens en sécurité. Certains ont même eu le temps d'appeler les déménageurs. Donc on parle de plusieurs jours. Voilà. Donc le feu, ça brûle, mais très mal, et ça a d'autres qualités que n'ont pas des matériaux incombustibles pour protéger les biens et les personnes. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on a encore un petit peu de temps, on a une dizaine de minutes sans problème. Alors aujourd'hui, Yellow est une société coopérative française, donc on n'a pas d'ambition ou même de logique à s'exporter. Si d'autres pays voisins sont intéressés, on va plutôt gratuitement, dans le cadre de l'intérêt de notre objet social, qui est la massification des biosourcés pour le bien commun, on va plutôt les accompagner, les aider à se structurer, leur partager de notre modèle. Je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais c'est surtout ça qui est innovant chez Yellow. Par contre, on distribue dans toute la France. La paille se transporte très bien en palette et en sac. On va à l'échelle d'un bilan carbone d'une paroi, on va perdre 1 kg d'équivalent CO2 par mètre carré selon les précédentes FDES où on était à, je sais plus, moins 30 ou quelque chose comme ça. Donc ça reste, même si ça fait 1000 km, voilà, on perd 1 kg, donc ça reste très très performant parmi ce qui se trouve de mieux en termes de bilan carbone, malgré des possibles grandes distances de transport. On a encore le temps pour des questions. N'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que, alors si vous êtes trop timide pour prendre la parole, est-ce que vous voulez juste mettre vos profils, si vous êtes bureau d'études, entreprise, dans le chat par exemple, ou tout simplement vous présenter à l'oral? Ça peut aussi être intéressant pour les autres personnes présentes de vous présenter. Alors, il y a la question, l'avantage de la paille hachée par rapport à la paille en botte. Alors, déjà, l'avantage, c'est que c'est le même matériau, c'est de la paille, c'est un très bon matériau. La paille hachée va permettre de travailler sur des épaisseurs plus variées. On peut remplir des cavités de 10 à 33 cm dans le cadre de latex. On peut même aller au-delà, 40 cm, et c'est ce qu'on est en train d'ouvrir dans la révision de notre latex. Ça va être le principal intérêt. Le mode de mise en œuvre également, qui est mis à part pour ceux qui ont industriel la mise en œuvre des bottes, la paille hachée, les matériaux isolants en vrac, c'est la machine qui fait le travail. Et dans nos sociétés, je sais pas comment on peut dire, post-industrielles, l'effort physique n'est pas forcément prôné à l'heure de la préservation de l'humain et de la santé. Et donc, ça peut réduire la pénibilité selon les cas. Voilà. C'est surtout ça. Après, sinon, ça partage l'essentiel des autres avantages. Eh bien, merci aux personnes qui s'en vont. Avec plaisir, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Pour les autres, n'hésitez pas si vous en avez encore d'autres. Alors, c'est bizarre de parler un peu tout seul, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou prendre la parole à l'oral. J'ai pas la possibilité de débloquer les micros, je ne crois pas, pour ceux qui sont bloqués. Non, j'ai pas la main là-dessus. Non. Ok. Oui. Avec plaisir. Bon, s'il n'y a plus de questions, on peut en arrêter là. C'est que j'ai été assez précis. Alors, merci beaucoup à toutes et tous. N'hésitez pas, donc, aller sur notre site internet ielo.coop, C-O-O-P, pour trouver plus d'informations. Je vois, il reste une question. Est-ce que le RFC Prêt prend en compte la paille hachée? Oui, on fait partie des différents formats d'utilisation de la paille que reconnaît le Réseau français de la construction paille, dont nous sommes adhérents, bien entendu, également. Donc, n'hésitez pas s'il y a encore des questions. On a encore quelques minutes, sinon on clôture.
Allez, je vous propose que l'on clôture. Eh bien, en tout cas, merci à toutes et à tous. Bon après-midi et au plaisir, on reste à votre disposition. Au revoir tout le monde.